Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée de Medfel. Nous attaquons notre programme de débat de ce mercredi. Première conférence sur les marques collectives dans les fruits et légumes. Nous accueillons Thierry Lenotte qui est directeur de Pink Lady Europe et Louis Orenga qui est directeur d'Interfel. Alors le soutien d'un produit sur un marché peut nécessiter la mise en œuvre de marques collectives. En effet, l'approche individuelle par l'entreprise de son marché avec ses marques n'est plus, sur de nombreux marchés, un facteur suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise et de ses marques. Voilà ce qui va nous amener à travailler pendant ce premier débat. Alors, Louis Orenga, vous êtes directeur d'Interfel. Vous avez écrit 2 ouvrages sur la communication collective. Le premier, la communication collective, l'atout produit, qui a quelques années, et le second qui est tout frais, pour un fruits et légumes, c'est normal. La communication collective, l'atout des sociétés, la caméra est là, voilà. Alors, première question, Louis Orenga, quelle est la définition d'une marque collective ? Alors, d'abord, c'est intéressant de savoir que la notion de marque collective existe dans le droit français, puisque sans remonter aux guildes de l'époque, était une action collective pour garantir les métiers et la qualité des produits. La notion de marque collective, déjà avec l'apparition dans les années 1900 des appellations d'origine, était déjà une démarche collective qui a obligé le droit à s'adapter. Donc la notion de marque collective, il faut savoir qu'elle est définie dans le droit français, dans le droit communautaire et dans le droit international. Donc c'est une vraie problématique, la marque collective. Ce n'est pas simplement un succès d'année des marques. On peut même dire que les marques individuelles et les marques privées sont tout à fait récentes dans l'histoire par rapport à l'historique des marques, puisqu'encore une fois, dès le Moyen-Âge, les marques collectives font leur apparition au travers notamment des guildes. Alors, quelle est cette définition de la marque collective ? Alors, puisqu'elle existe et qu'elle est juridique. J'imagine qu'elle n'est pas tout à fait pareille en France et en Europe. Alors, voilà, effectivement, la notion de marque collective, l'interprétation est un peu différente au niveau du droit français, communautaire ou international. Ce qui le caractérise, le point commun en tous les cas, c'est une marque collective. Là, tous les règlements sont les mêmes. C'est de dire qu'une marque collective est détenue par une structure qui n'est ni commerçante, qui n'intervient pas dans la commercialisation directe du produit et qui donc garantit à tous les utilisateurs de la marque, en gros, un traitement équitable à partir du moment où celui qui utilise la marque collective répond au cahier des charges qui a été déposé en même temps que le dépôt de la marque, et il appartient au propriétaire de la marque de contrôler la bonne utilisation de la marque collective qu'il concède, sachant que en théorie, après, si on a des discussions avec des juristes, ça devient toujours un peu plus compliqué, mais en théorie, lorsque vous déposez une marque collective avec le cahier d'usage qui va avec, vous n'êtes pas obligé, en tant que propriétaire de la marque, de faire une licence de marque, puisque la marque est collective, et que donc, vous la donnez en utilisation à quelqu'un qui dit respecter le cahier des charges. Alors, en droit français, c'est un peu plus compliqué. En droit français, on a fait une distinction dès 1991. Il y a eu plein de textes, mais je vous passerai les textes historiques. On a fait une distinction entre la marque collective de certification, qui correspond exactement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce type de marque n'est pas cessible à quelqu'un d'autre si cette autre personne n'a pas le même statut associatif ou public, etc. Mais par contre, on a introduit dans le droit français la notion de marque collective simple. Alors la marque collective simple se rapproche plus de la marque individuelle dans son fonctionnement. Ce n'est pas forcément un cadre associatif, ce n'est pas forcément une démarche publique, donc c'est quand même plus souple, mais elle se distingue quand même de la marque individuelle d'une entreprise dans la mesure où la marque collective, pour qu'elle soit enregistrée comme marque collective, doit là aussi déposer en même temps et publier au BOPI le cahier des charges d'utilisation qui permet à un opérateur d'utiliser la marque collective. Donc en conclusion, ce qui est générique chez tout le monde et qui correspond plutôt en France à les marques collectives de certification, c'est un statut tout à fait particulier où le détenteur n'est jamais un opérateur commercial commercialisant le produit. Après encore, il y a des nuances. Et en France, on a en plus cette notion de marque collective
simple qui permet effectivement à un groupe de pouvoir avoir une marque qui va être utilisée par plusieurs entités et plusieurs entreprises différentes, pour autant que ces entreprises respectent le cahier des charges qui a été déposé en même temps que le dépôt de la marque, qui donne le statut de marque collective au dépôt de la marque. Thierry Mélenotte, je rappelle que vous êtes directeur de Pink Lady Europe. Vous vous retrouvez dans cette définition? C'est assez difficile. Enfin, au niveau de la marque Pink Lady, il y a alors je ne rentrerai pas dans le débat légal, je suis beaucoup moins juriste que Louis Oringa. Bon, que vous n'êtes pas, mais en tout cas, vous avez d'excellentes bases. La marque Pink Lady, elle appartient donc à ce qu'on appelle un master licensee, donc qui est une entreprise en l'occurrence qui est APAL, donc les droits sur la marque, qui est APAL, donc une association des producteurs pommes poires en fait en Australie, et donc qui a concédé des licences, d'exploitation. D'accord. Donc, en ce qui nous concerne sur l'Europe, c'est la société donc Starfruit qui a les droits d'exploitation sur la marque et la variété, mais on va se concentrer en fait sur la marque. Donc, je dirais qu'elle est régie en fait par le droit des marques en fait privées. Donc, ça nous éloigne quand même assez de la marque collective. Et puis après, moi je suis davantage homme de marketing et de communication, donc je dirais qu'aujourd'hui Pink Lady, elle a tous les attraits d'une marque commerciale à part entière, dans la mesure où cette marque est apposée sur le même produit, qui est présenté de la même manière, qui a un territoire de communication qui est fort, qui lui est directement en fait attribuable, avec aujourd'hui en fait une notoriété et qui a une promesse consommateur qui est pérenne en fait dans le temps, et on va dire pérenne dans le temps, quel que soit le lieu et le temps. Après, donc elle a tout de la marque privée et ce en quoi en fait ça l'éloigne en fait de la marque collective. Après, j'ai envie de dire que quand vous prenez les distributeurs, donc il y a aujourd'hui en Europe 14 distributeurs exclusifs, donc qui font partie d'un réseau de distribution sélective géré donc par la société Starfruit. Donc ces 14 distributeurs, finalement, abandonnent complètement l'identité en fait de leur propre entreprise et de leur marque au profit d'une seule et même marque, Pink Lady. Donc on retrouve en fait le caractère, on va dire, collectif, dans le sens où ma propre individualité de marque et d'entreprise s'efface, voilà, devant cette marque qui est effectivement un bien entre guillemets collectif. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi dans la manière dont on a d'organiser, d'assurer le développement technique, qualitatif et marketing finalement de la marque Pink Lady, et ça se passe essentiellement au sein de l'association Pink Lady Europe. Pink Lady Europe, c'est une association de 1901, donc je veux dire que l'ensemble des fonds en fait que nous collectons, nous les investissons le mieux possible, mais voilà, sans aucun objectif en fait de profit. Et dès la fondation de Pink Lady Europe, donc en 97, si je ne m'abuse, voilà, c'est à l'initiative en fait des producteurs qui ont souhaité dans une organisation associative représenter donc l'ensemble des partenaires économiques et directement liés en fait au développement en fait de cette marque, donc les pépiniéristes, bien évidemment les producteurs et les distributeurs agréés. Donc je dirais qu'il y a aussi cette idée, comment dirais-je, d'un esprit collectif de partage d'un bien, de sa défense et de son développement. Donc on peut dire que statutairement, juridiquement, c'est plus une marque privée, mais dans le fonctionnement, dans l'état d'esprit, on est dans la démarche collective. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, je parlerai en ce qui concerne que ma partie, donc au sein de Pink Lady Europe, c'est encore une fois ce qui a fait ça fait partie des fondamentaux de Pink Lady Europe, c'est cette aventure humaine, et donc c'est effectivement cet esprit collectif où tout le monde est associé, prend ses responsabilités au niveau de chacune des familles sur le devenir et le développement en fait de cette marque, de son produit, de son cahier des charges, de ses investissements, etc. Alors Louis Oringa, est-ce qu'on peut faire rapidement un état des lieux, dresser le paysage des marques collectives dans l'univers du frais en général et des fruits et légumes frais évidemment en particulier? Alors, tout d'abord, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, c'est-à-dire que je faisais tout à l'heure moi-même référence aux guildes, ce n'était pas des marques collectives, c'était l'esprit d'une action collective, voilà, qui quand même dans un esprit différent de ce qu'on a l'habitude de considérer pour une marque
traditionnelle d'entreprise privée. Alors maintenant, la deuxième chose, et je pense que ça a été tout à fait bien abordé à l'instant, c'est quoi la fonction marketing et communication d'une marque collective. Et là, effectivement, j'ai plutôt l'habitude, quand je parle de marque collective, pour pas qu'il y ait de confusion, de parler de signature collective. Pourquoi ? Parce que la notion de marque est attachée, comme ça vient d'être très justement dit, à un produit très précis, à une qualité très précise. Bon. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon marketing des marques produits. Or, d'une manière générale, 80% des marques collectives se réfèrent plutôt à des marques caution qu'à des marques produits. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, par définition, comme la marque collective va s'appliquer à différents opérateurs économiques, il n'y a pas un opérateur économique qui a un produit identique totalement à l'autre. Donc, si la marque collective se positionne comme une marque produit, très vite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un des membres qui utilise la marque collective qui dit « mais moi, je ne vais pas rester parce que mon produit, il n'est pas au même prix et ce n'est pas tout à fait le même que celui de mon voisin. Donc, pourquoi je vais rester ?» dans une marque collective qui n'a pas la même promesse au niveau du consommateur. Et donc ça, c'est très important, ce positionnement de la marque collective qui doit plutôt être une marque caution. Donc c'est pour ça que je dis une signature collective, parce que ça permet plus simplement de comprendre la complémentarité. Et ce qui veut dire derrière que la fonction d'une signature collective n'est absolument pas de travailler en lieu et place de la marque de l'entreprise. Je dirais même plus que la capacité la plus opérationnelle d'une signature collective, c'est de fonctionner avec une marque d'entreprise. C'est-à-dire de permettre à la marque de faire des économies d'échelle en disant à partir du moment où j'utilise une signature collective, j'ai déjà pas à convaincre le consommateur que ma marque se situe globalement dans tel segment de marché et sur tel créneau. Et après, en tant que marque d'entreprise, qu'elle soit B2B, donc qu'elle s'adresse entre opérateurs de la filière ou qu'elle soit B2C, c'est-à-dire qu'elle aille jusqu'au consommateur, à ce moment-là, cette marque d'entreprise s'appuie sur le travail qui est fait par la signature collective. Oui, mais souvent, les entreprises qui investissent beaucoup, qui ont leur propre marque et qui investissent pour faire vivre cette marque, la faire connaître, finalement, elles n'ont pas forcément envie d'ajouter à côté de leur marque une signature plus générale. Alors, là, ce n'est pas une question d'envie, c'est un problème économique de positionnement et d'intérêt. Alors qu'on peut effectivement dire que est-ce que j'ai envie d'aller dans une démarche collective ou pas. Le problème se pose généralement pas trop comme ça dans les produits frais. Pourquoi je pense que les signatures collectives ont un vrai rôle à jouer dans les produits frais, au moins aussi important que dans d'autres secteurs? Il est intéressant d'ailleurs de voir que, contrairement à une idée reçue, c'est dans les secteurs de l'industrie agroalimentaire où il y a des très fortes marques que ces opérateurs économiques utilisent le plus les marques collectives et les signes officiels de qualité. Et paradoxalement, c'est dans le secteur où il y a le moins de marques d'entreprise, d'une manière générale dans les produits frais, qu'on a le moins recours à des signatures collectives pour différentes raisons qu'on abordera certainement. Donc, je trouve que ce qui est très très important dans cette notion de marque collective, c'est de bien comprendre qu'une marque collective ne peut pas et n'a pas fondamentalement à se substituer à une marque d'entreprise, qu'elle soit B2B ou B2C. Elle joue un rôle complémentaire. Et donc ça, c'est à l'entreprise de savoir si ça lui apporte une valeur ajoutée. Et pour que ça lui apporte une valeur ajoutée, et c'est ce que vous avez dit à l'instant, s'il y a une marque d'entreprise qui communique beaucoup et qu'il n'y a pas d'investissement en matière de communication sur la signature collective, il n'y a effectivement aucun intérêt à adhérer à la signature collective. Donc il ne faut pas oublier qu'une signature collective reste une marque et que je ne connais pas de marque qui existe si elle ne communique pas. Donc le premier critère, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour expliquer la marque collective, pour que effectivement d'abord il y ait une valeur ajoutée au niveau du consommateur et deuxièmement qu'il y ait un intérêt économique et commercial à une entreprise privée avec sa propre marque d'adhérer et de soutenir sa marque par une démarche collective. Thierry Melnotte, comment on fait pour faire vivre et animer un réseau et une marque, donc, comme Pink Lady, avec des producteurs et des opérateurs sur tout un continent? Ça, c'est une vaste question. Alors, je voudrais juste dire, en fait, alors je suis désolé, il n'y aura pas débat sur ce point-là. On n'est pas obligé. Mais je souscris complètement en fait, à ce que vient de dire M. Oringa. Je trouve
le qualificatif de signature collective effectivement quelque chose de tout à fait juste, puisque finalement, quand on regarde dans le paysage aujourd'hui de ce qu'on appelle communément des marques collectives, on est avant tout, et on est surtout et avant tout dans des marques qui définissent, on va dire, davantage une origine géographique en fait d'un produit, plutôt voire dans certains cas une typicité, plutôt qu'un savoir-faire, plutôt qu'un cahier des charges, ou plutôt qu'un territoire en fait de marque. Donc je trouve que cette notion de signature en fait collective est assez juste. Alors après, comment est-ce que la question c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on développe une marque comme Pink Lady ou une marque Pink collective Lady, en l'occurrence. Je pense que, alors déjà, moi je voudrais revenir en fait, c'est ce que disait M. Ranga, sur les fondamentaux en fait de la marque. Je pense que c'est quel est l'engagement en fait que prend la marque à travers ses produits aux yeux du consommateur. Quand on s'est eu au téléphone la semaine dernière, je vous ai dit que je réagissais très très souvent en fait au consommateur lambda en fait que je suis au quotidien. C'est quelle est la garantie, quelle est la promesse que va m'apporter une marque. Bon, donc cette promesse-là, elle passe par le cahier des charges. Aujourd'hui, Pink Lady, elle s'est construite parce qu'elle est en capacité, à travers un cahier des charges qui est très rigoureux, qui est très exigeant, qui est contrôlé, elle est en capacité d'assurer, en tout cas c'est une obligation de moyens qu'elle se donne, d'assurer une promesse toujours égale, donc toujours le même produit au consommateur, quel que soit le lieu et quel que soit le temps. C'est une promesse aussi qu'elle donne au distributeur, parce qu'avant même en fait, le consommateur, le distributeur a lui besoin d'être assuré sur la qualité du produit qui va servir en rayon en fait, tout au long de l'année. Donc ça, c'est les fondamentaux. Je vous engage, messieurs les consommateurs, sur mon produit parce que vous savez que la promesse sera en rendez-vous. Après, j'ai envie de dire, c'est le travail de la marque, c'est conférer, c'est donner à une marque, à un produit, une identité propre. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon marketing des unique selling points. Donc, qu'est-ce qui fait que mon produit ou ma marque est différente et unique comparativement à l'ensemble des autres marques et à l'ensemble des autres produits. Alors, ça passe bien évidemment par la recette, par le savoir-faire, par la qualité du produit, et ça passe aussi par la notion de service ou par la notion en fait, d'accompagnement marketing, commercial. Et nous, en ce qui nous concerne sur Pink Lady, c'est avant tout l'accompagnement trade marketing. Donc c'est la notion de service et c'est les moyens que l'on va pouvoir être en capacité de donner finalement à nos partenaires de la grande distribution. Aujourd'hui, on a 320 enseignes dans le monde qui ont Pink Lady en référence en fait permanente. Donc c'est comment est-ce qu'on va les aider pour soutenir la marque, bien évidemment au profit des producteurs, donc, qui sont à l'origine effectivement de la filière, mais bien évidemment pour l'activité propre en fait, des enseignes. Après, je dirais qu'on construit une marque aussi, et ça fait partie de son identifiant, c'est en regardant dans son histoire, dans ses gènes, finalement, en l'occurrence, quelle histoire elle va pouvoir raconter. Comment est-ce qu'elle va pouvoir véhiculer justement ces points clés de différenciation et comment est-ce qu'elle va pouvoir se créer, se développer, s'approprier, s'accaparer un territoire qui lui est propre et qui va faire en sorte que quand le consommateur effectivement va entendre, voir des éléments de communication liés en fait à ce territoire, et puisse retrouver toutes les valeurs qui sont développées à travers le savoir-faire, le produit et le territoire de communication. Louis Orenga ? Oui, je voulais un peu rebondir là-dessus parce que, encore une fois, quand on parle de marque, il y a des fondamentaux. Comme ça vient d'être dit, si on sort de ces fondamentaux, on sort de l'univers de la marque. En revanche, j'ai vraiment une conviction, c'est que si on essaye de singer ou de faire ce qu'on appelle dans notre jargon des MeToo products, c'est-à-dire dans les produits frais, de faire comme les marques de l'agro-industrie, je pense que, on n'y arrivera pas, j'y reviendrai pour un certain nombre de raisons, et je ne suis même pas certain que notre histoire, justement, en produits frais, soit la même à raconter que ce que racontent nos produits, évidemment, qui font partie de notre alimentation, mais qui n'ont pas la même histoire dans les produits très élaborés ou très transformés. Et c'est pour ça que les signatures collectives dans le monde du frais ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que souvent dans les produits frais, un des problèmes pourquoi il y a peu de marques et pourquoi elles ont mis plus de temps à se développer,
C'est que premièrement, il faut avoir d'abord une promesse, il faut savoir ce qu'on garantit. C'est plus compliqué en produit frais que si on a un produit totalement standardisé, Oui, parce que maîtrisé. c'est un produit vivant. Parce qui que c'est un évolue, et produit donc, vivant. il peut La arriver deuxième des- raison, Allez. et un produit unique. La deuxième raison, c'est que c'est le b.a.-ba, mais il faut un support à la marque. Si vous avez un produit qui n'arrive pas, notamment en communication consommateur, avec une garantie pour celui qui est propriétaire de la marque ou qui a initié l'action de garantir jusqu'au consommateur final la promesse qu'il veut véhiculer, et qu'il n'y a pas le support de cette communication, ça pose un problème. Quand vous avez une partie du marché qui est en vrac, et quelle que soit la qualité du produit, c'est compliqué d'identifier le produit pour le consommateur. Alors en fruits et légumes, suivant les produits, c'est plus ou moins facile, mais c'est aussi une contrainte. Comme c'est un produit frais, la qualité est aussi un problème de filière. On sait très bien que si un produit au départ n'est pas de qualité, la probabilité qu'il s'améliore est faible. En revanche, un produit de très grande qualité au début peut très bien, suivant la manière dont il est traité tout au long de la filière, arriver dans des conditions moins favorables. Donc là aussi, c'est une spécificité de la filière de frais. Et enfin, la dernière spécificité qui justifie cette complémentarité de signatures collectives qui ont plutôt tendance à aller aux consommateurs avec des marques d'opérateurs, c'est que je ne sais pas combien et le pourcentage de la communication Picledi par rapport au chiffre d'affaires, mais d'une manière générale, on a des coûts de marketing et communication qui avoisinent, on va dire, en moyenne 3% du chiffre d'affaires. Quand vous êtes dans des secteurs où les marges ne sont hélas pas du tout celles-là, à un moment donné, il faut innover, il faut trouver des choses intelligentes pour qu'on se répartisse les coûts. Et cette répartition entre le travail fait par le collectif et le travail fait par l'opérateur économique est certainement une voie qui permet de rentrer dans cet univers-là tout en étant économiquement faisable et rentable. Alors vous venez d'ouvrir la voie. La communication, le marketing, ça coûte cher. Ça coûte cher au départ et puis ça coûte cher sur la durée parce que ça ne sert à rien de faire un one-shot et de lancer une communication et puis de rien faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut faire vivre ça en permanence. Donc, sans nous donner des chiffres, mais si vous voulez nous en donner, on les prend. Comment vous animez ça et comment vous faites vivre ça dans chez Picledi? Alors, c'est pas vous donner ou ne pas vous donner des chiffres. Enfin, je veux dire, l'effort, et on l'oublie, l'effort, il vient de la filière, il vient des producteurs qui, à un moment, consentent effectivement à investir de l'argent en trade marketing, en communication, en technique, etc. Et qui, de l'argent, finalement, s'il n'était pas investi, il resterait dans leur poche, et dans les marges. Bon. Donc c'est un engagement, c'est une volonté dès le départ. Après, un chiffre, vous savez, on peut dire en moyenne, sur l'ensemble du chiffre d'affaires en fait, de la filière, c'est à peu près, allez, on va dire entre 8 et 10% en fait, de l'ensemble du chiffre d'affaires généré en fait, par la marque Picledi. Alors ça peut paraître effectivement, je ne sais pas, après, ça peut paraître effectivement important. On est quand même encore, j'allais dire, on est à quelques points derrière le pourcentage d'investissement dans des grandes marques en fait, de l'agroalimentaire, où on va plus être dans des ratios, j'ai envie de dire, entre 12 et 15% du chiffre d'affaires investi en communication. Et là, je ne parle pas de ce qui est laissé comme point de marge dans les promotions et dans les négociations avec les enseignes. Donc oui, c'est un effort consenti par l'ensemble de la filière. Je pense que depuis toutes ces années, si la filière consent à les faire, c'est qu'on a réussi à faire la preuve que nous étions en capacité de défendre la valeur économique de ce produit, puisque l'objectif prioritaire, il est là. Je veux dire, derrière cette marque, derrière cette exigence en termes de qualité et derrière tout ce travail, c'est effectivement d'arriver à protéger, à défendre une valeur économique pour la production, et de faire en sorte que les producteurs puissent continuer demain à développer leur production, puissent continuer demain à investir dans des outils techniques toujours plus en plus performants pour non seulement conserver ce niveau qualitatif, mais aller encore au-delà et donc pérenniser en fait l'ensemble de la filière. Alors, ce sont des efforts chaque année.
avec une stratégie sur le moyen et long terme. Je veux dire, j'apprendrai rien à personne ici aujourd'hui. Quand vous plantez en fait un pommier, vous l'avez au minimum pour 15 ans. Donc c'est vrai que je veux dire, aujourd'hui, on est dans une réflexion à 2025, 2030, ce qui peut paraître complètement extraordinaire dans des filières autres que les nôtres. Mais aujourd'hui, on est obligé en fait de réfléchir avec ce délai. Et voilà. Et alors après, pour revenir en fait au fond du débat, enfin en tout cas de la discussion initiale sur la notion en fait de collectif, voilà, ces investissements, ils sont discutés, ils sont débattus au sein de Pink Lily Europe de manière tout à fait collective et de manière tout à fait ouverte. Et chacun des collèges et les producteurs en fait en premier, sont décideurs de ce qu'ils vont investir et de comment est-ce qu'ils vont investir sur les recommandations qu'on leur fera. Alors, Oui. dans ce domaine-là, si on fait un lien, c'est quoi la légitimité, notamment pour des interprofessions, d'être dans l'univers des marques collectives? Parce qu'il y a une raison évidente, simple, mais qu'il faut rappeler, c'est que dans les actions interprofessionnelles, on n'est pas en lieu et place d'une entreprise, on n'a pas la même fonction. Or, les actions interprofessionnelles ont surtout pour vocation, majoritairement, à créer un environnement le plus favorable possible à l'activité économique de la filière dont dépend l'interprofession. Et on a des objectifs, donc, par essence, à moyen et long terme. Or, la vocation même d'une marque, c'est d'investir sur le moyen et le long terme. Donc, l'idée même que des interprofessions investissent cet univers des signatures collectives est totalement stratégiquement cohérent. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde même à Interfel, on a des marques collectives, y compris à l'international, puisqu'on parle beaucoup d'international, puisqu'on a une marque comme le Crunch, qui est une marque collective, qui fonctionne. Alors après, dans la durée, il faut que ces marques évoluent avec les utilisateurs, évoluent avec l'environnement, évoluent avec les financements, évoluent avec les marchés. Donc une marque collective n'est pas statique. Si au moment où elle a été créée, on ne la fait pas évoluer, évidemment, elle va avoir tendance, une marque collective, ça a une courbe de vie, comme les produits, comme les marques. Donc on doit en permanence la réactualiser, lui redéfinir sa promesse, lui redéfinir son espace et tenir compte aussi de l'évolution des opérateurs économiques qui eux-mêmes, avec le temps, développent leur propre marque. Donc le statut même de la marque collective peut avec le temps évoluer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on crée une marque, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si on crée une marque, c'est pas pour la faire vivre 6 mois, 1 an. Dans ce cas-là, il vaut mieux garder son argent et faire autre chose. Par essence même, et surtout si ça doit aller vers le consommateur, c'est forcément une stratégie à moyen et à long terme. Alors justement, donc on voit bien que quand on se lance dans l'aventure de la marque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit privée ou collective, c'est quelque chose sur le long terme. Et un des problèmes, des handicaps des produits frais, et notamment des fruits et légumes, c'est que une campagne, une saison, quelques semaines, il peut, pour des raisons ou d'autres, climatiques, sanitaires, disparaître du marché. Et donc comment on fait pour faire vivre la marque pendant ce temps-là, alors que le produit n'est plus là, et pour rappeler aux consommateurs qu'on va revenir? Est-ce que vous avez des exemples, vous avez connu des situations comme ça sur des marchés? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que je crois qu'il ne faut pas essayer de copier des produits qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les produits frais. Il est arrivé sur des marques collectives, sur les signes officiels de qualité, où c'est des marques collectives, que pour des raisons, soit effectivement de problèmes climatiques, soit pour des raisons, c'est arrivé de modification du cahier des charges parce que des contraintes sanitaires sont arrivées à un moment donné qui fait que les conditions de production qui étaient liées au cahier des charges ont dû être modifiées pendant un certain temps parce que les règlements sanitaires avaient modifié les critères de production. Moi, ça ne me dérange pas pour autant qu'on ait la capacité à s'expliquer avec les consommateurs, y compris avec les associations de consommateurs. Moi, j'ai eu dans le passé à discuter avec les associations de consommateurs en disant voilà, pendant un certain temps, on ne va pas pouvoir remplir le cahier des charges initial de ce produit-là parce que les conditions font que, pour autant, je pense que c'est important qu'on ne fasse pas perdre, pour telle ou telle raison, la possibilité au produit d'avoir cette marque. Simplement, on vous en informe et on vous dit c'est lié aux produits frais, c'est comme ça, donc on vous explique. C'est vrai qu'on sort un peu, et c'est ça un peu la difficulté, c'est que déjà de mettre en avant et d'expliquer les marques, c'est pas simple. En plus, dans les produits frais, on a les difficultés dont on parlait tout à l'heure, et en plus, ça demande une communication un peu différente
de celles auxquelles se réfère traditionnellement le consommateur. Et c'est pour ça que les signatures collectives dans les produits frais ont un rôle peut-être au moins aussi important que ce à quoi elles sont dévolues dans les autres produits, parce qu'elles permettent justement d'avoir une communication un peu différente. Et en ce sens, elles aident aussi les marques d'entreprise à expliquer que ça reste un produit frais. Voilà. Alors, suivant les fruits et légumes, il y en a plus ou moins qui permettent de garantir plus facilement un niveau, mais ça reste des produits frais. Et c'est pour ça que je reviens vraiment là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. On a besoin de repères pour les consommateurs sur nos produits. Et si on ne va pas vers ces démarches-là, on va avoir du mal à mettre en avant nos produits et à créer de la segmentation de marché. Donc on en a besoin. Simplement, je crois qu'il faut inventer aussi notre système, tenir compte des fondamentaux des marques, mais pas copier ce qui est fait dans d'autres secteurs agro-industriels, parce qu'on n'a pas le même type de produit, on n'a pas les mêmes organisations de filières, et il faut être honnête, on n'a pas les mêmes moyens financiers non plus. Alors Thierry Millenot, on voit bien que faire vivre une marque dans l'univers des fruits et légumes frais, c'est difficile, c'est compliqué pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Est-ce que malgré tout, cet investissement fait, est-ce qu'il aide à mieux valoriser le produit ? Écoutez, oui. Je pense que si cette aventure, encore une fois, je parlerai que ce que je connais le moins mal, hein, qui est la marque Pink Lady, et qui encore une fois je pense, sans vouloir systématiquement l'isoler et la mettre à part, parce qu'on fait définitivement bien partie en fait de cette filière fruits et légumes. Je veux dire, encore une fois, c'est une marque en fait qui ne porte en fait que sur un produit avec un cahier des charges en fait spécifique. Donc on est quand même très éloigné en fait d'autres modèles en fait de marques, même de marques d'entreprise qui peuvent dans la marque peuvent avoir dans la gamme, on va dire, différents types de produits. Ceci étant, il y a quand même des très beaux exemples en fait, de marques. Je pense notamment, je veux dire, si j'en citais qu'une, Prince de Bretagne est un très bel exemple en fait, de marque, on va dire, entre guillemets transversale, qui couvre et qui est en capacité d'apporter une promesse consommateur sur une gamme de produits qui est quand même très large. Alors après, j'ai envie de dire, en tout cas sur Pink, l'aventure elle dure donc depuis, je crois que les premières plantations c'est 93-94, les premières productions, et Pink d'Europe depuis 97. Si l'aventure elle dure depuis 97, c'est que les producteurs et l'ensemble de la filière a compris l'intérêt à avoir une démarche stratégique de qualité et maîtrisée quant à la valorisation économique du produit. Et encore une fois, c'est ce qui permet aux producteurs de continuer à s'investir dans la qualité, effectivement, dans la qualité du produit. Hein. Louis Orenga, on peut revenir sur un mot sur le statut juridique qu'on évoquait tout à l'heure. Avoir une marque collective, y compris sur les médias français, ça donne des facilités d'accès à la communication et à la publicité. Alors, il faut savoir qu'effectivement, au-delà des marques collectives, on a avec le temps développé effectivement une approche en matière de communication un peu différenciée. D'abord, la première chose, il y a toujours eu historiquement des conditions d'accès en matière de publicité. Là, je ne parle pas en matière d'information, mais en matière de publicité, des accès privilégiés qui sont historiques en France lorsque vous êtes en collectif. Il y avait des abattements tarifaires, il y avait une approche différente. Ça a été renforcé encore récemment, puisque lorsqu'il y a eu l'interdiction de la publicité après 20 heures sur les chaînes publiques, on a gardé cette spécificité de l'approche collective, puisqu'il faut rappeler qu'à l'origine de la télévision notamment, pour ne parler que de ce médium, ou média en l'occurrence, n'était accessible que la publicité collective. Les premières publicités étaient collectives à la télé. C'était dans le domaine du sucre, c'était dans le domaine des petits pois. Voilà, on a des référents culturels en matière de communication collective. Cette idée-là a perduré. Et nous, on souhaite, au XXIe siècle, aller au-delà. C'est-à-dire que, certes, la publicité collective a un rôle particulier, mais en matière de communication, je pense que l'action collective doit apporter aussi un jeu, un rôle nouveau, notamment par rapport à cette entité dont tout le monde parle mais qu'on a du mal à cerner, qui est le citoyen-consommateur. On sait ce qu'est le citoyen, on sait ce qu'est le consommateur. Le citoyen-consommateur est un hybride un peu compliqué qui, en matière de communication, ne relève pas des mêmes techniques de communication globale traditionnelle. Et donc, je pense qu'en collectif, il y a une notion de communication informative qui doit permettre aussi
d'expliquer aux consommateurs, au-delà de l'acte d'achat, comment on consomme un produit, comment on le produit, quels sont les métiers qui conduisent à faire ce produit. Et dans les produits frais, c'est particulièrement important, parce que si on critique parfois le fait qu'il y a une chaîne un peu longue dans les produits frais, si c'est fait depuis des siècles, c'est pas par hasard, c'est pas simplement une lubie où on souhaite rester dans ce schéma-là. C'est parce que les produits frais ont des caractéristiques et des spécificités qui demandent, j'allais dire, ce travail de qualité tout au long de la filière. Eh bien ça, c'est une information qu'il faut donner aux consommateurs et je pense qu'on aurait intérêt au niveau législatif, tant au niveau national qu'au niveau communautaire, à créer ces espaces d'information qui permettent effectivement de donner une information collective par rapport à ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire une meilleure connaissance des métiers et des produits, sans aller forcément dans une communication liée à l'acte d'achat proprement dit. Je crois que c'est un deuxième aspect qui va au-delà des marques collectives, mais qui l'intègre aussi, parce que quand on voit ce que je disais tout à l'heure, les raisons notamment des marques collectives de certification ou du droit international sur les marques collectives, il y a toujours derrière cette notion de marque collective l'idée que certes elle est mise en œuvre par des opérateurs économiques, mais il y a toujours dans les textes, à un moment donné, dans l'intérêt général ou par rapport à un intérêt public. Donc il y a toujours cette notion aussi qui est que ça doit apporter une valeur ajoutée, un plus en matière d'information. Voilà, et ça c'est aussi quelque chose qu'on doit travailler, c'est nouveau, mais comme je dis souvent, dans le domaine de la communication, du marketing, on prône toujours l'innovation, ça serait quand même un comble que le seul secteur qui ne veut pas se réformer au XXIe siècle soit justement celui-là, et je pense qu'on ne fera pas de la communication au XXIe siècle comme on l'a fait au XXe siècle. Alors, c'est un enjeu permanent et qui doit être en permanence défendu. Je pense par exemple aux négociations actuelles entre l'Europe et les États-Unis pour le traité transatlantique, où cet enjeu-là, c'est une des pierres d'achoppement entre les deux entités. Alors, ça c'est un sujet très intéressant. La loi dit, d'une manière générale, une entreprise ne peut pas mettre en avant en matière de spécificité des choses qui sont du domaine de la norme. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dire mon produit a telle caractéristique spécifique si c'est juste le respect de la réglementation. On va considérer que je m'attribue. Mais alors qui le dit ? C'est quoi le cadre pour le dire aux gens ? On a des règlements internationaux différents. Si on veut un système d'échange libéral, ok, mais il faut toujours des équilibres. Hein. Bon, l'équilibre, c'est d'améliorer l'information des gens pour qu'ils choisissent en connaissance de cause. C'est, par définition, le rôle du collectif et notamment le rôle des structures collectives que de donner cette information-là, après que les consommateurs choisissent. Voilà, mais si on veut vraiment aller dans ce sens-là, il va falloir renforcer l'information de ce qu'on appelle, entre guillemets, encore une fois, les citoyens consommateurs. Donc, clairement, il y a aussi un domaine de communication particulier dans le collectif, tout simplement parce que c'est comme pour les marques collectives, elle est complémentaire au travail que peut faire un opérateur économique à titre privé, et même le collectif peut faire des choses qui n'est pas accessible à une communication privée. Et fort heureusement, parce qu'on le dit souvent, si le collectif pouvait faire mieux que l'opérateur économique, il y aurait un vrai problème. C'est simplement qu'ils ne sont pas sur le même terrain d'action, mais c'est important à partir du moment où il y a des réglementations de plus en plus importantes, qu'il y a des interrogations sur les réglementations des uns et des autres. Je pense que ces réglementations, elles sont quoi ? Elles sont collectives. Les normes, elles sont quoi ? Elles sont collectives. Qu'est-ce qui justifierait qu'à partir du moment où on est dans une société où on se donne, à juste titre ou pas, je ne rentrerai pas sur le débat, mais des contraintes collectives, qu'est-ce qui justifierait qu'à côté, pour valoriser que ce ne soit pas que des contraintes, il n'y ait pas une action collective qui accompagne justement, entre guillemets, ces contraintes collectives. Thierry me le note, donc on voit bien que vous allez réagir, qu'il faut que derrière la remarque, il y a aussi un aspect pédagogique d'information du consommateur. Ouais, enfin, moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit par M. Ringa. Je pense que les marques collectives ont un formidable défi et de formidables enjeux dans les années à venir. C'est justement comment expliquer
comment expliquer le savoir-faire en fait de notre filière, comment expliquer voilà, les différents métiers qui sont liés en fait à cette filière, comment expliquer l'exigence qualitative et tous les sujets dont on sait effectivement que le consommateur citoyen aujourd'hui est très sensible sur la notion environnementale, sur comment produire mieux, plus, mais toujours plus propre, etc. Donc je pense que là, ce sont les signatures aux marques collectives qui ont un rôle essentiel en fait à jouer en complémentarité de ce que peuvent faire les opérateurs privés. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi un des rôles, peut-être le premier rôle de toute collective dans n'importe quel secteur d'activité, c'est d'arriver à développer un contexte de consommation propice, positif pour l'ensemble en fait, des entreprises. Et si on regarde dans notre propre filière des fruits et légumes, alors je vais reprendre peut-être encore plus sur les fruits, où globalement sur les marchés européens, on est plutôt sur des marchés où la consommation, dans le meilleur des cas, est stable, voire régresse. Là, je veux dire, voilà, les signatures ou les marques collectives ont un formidable rôle en fait, à jouer de locomotive pour faire en sorte de remettre dans l'enthousiasme dans la consommation des consommateurs sur nos produits, en l'occurrence les fruits et légumes. Je pense qu'il y a des belles initiatives qui ont été prises. Il y en a encore beaucoup d'autres en fait à prendre. Et je pense que ça fait. Moi, je dis, ce sont les deux gros enjeux, on va dire, des collectives. C'est effectivement comment compléter le discours des marques sur les attendus du consommateur citoyen. Et c'est toujours l'éternel en fait rôle qui est de dynamiser, relancer, booster la consommation en fait de la filière. On s'achemine vers la fin de ce premier débat. Louis Renga, un dernier mot de conclusion. J'ai tendance à dire que les marques collectives n'ont jamais été aussi modernes et qu'elles étaient utiles au XXe siècle, elles le seront encore plus au XXIe. Merci Louis Renga pour cette conclusion sur la modernité et l'avenir. Prochain débat à 11h30 sur la mobilisation générale pour la consommation des fruits et légumes frais. On est dans le droit fil de notre premier débat. Merci à tous les deux et puis à très bientôt. Au revoir.